Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Mohammad Marandi enseigne à l'Université de Téhéran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un plaisir. Je voulais avoir votre réaction à toute cette mascarade autour de la distribution alimentaire à Gaza. Nous savons que, depuis 4 ou 5 jours, les médias occidentaux présentent la situation comme si beaucoup d'aide alimentaire entrait, et ils montrent des images de certains de ces camions passant par le corridor de Zikim au nord. Ce sont principalement des camions venant de Jordanie, et certains passent par Kerem Shalom depuis l'Égypte, en plus de quelques largages alimentaires effectués par les Émirats arabes unis et la Jordanie. Les médias occidentaux ont présenté cela comme s'il s'agissait d'une grande solution à la famine et à la disette qui sévissent à l'intérieur. Mais l'ONU affirme que ces 4 derniers jours, seulement 169 camions sont entrés, alors que le minimum nécessaire est de 600 camions. Les gens se précipitent sur les camions avant même qu'ils atteignent l'entrepôt. Et enfin, aujourd'hui, Donald Trump a déclaré qu'Israël présiderait la distribution de la nourriture. Il dit que s'ils veulent la gérer, ils la géreront, niant ainsi ce que d'autres réclament depuis des mois, depuis l'imposition du blocus. Si vous le pouvez, dites-nous ce que vous pensez de cette mascarade autour de l'arrivée massive de nourriture à Gaza. Oui, je pense que c'est 600 camions par jour. Donc, ce qui a été envoyé à Gaza ces derniers jours n'est vraiment rien. Et Trump, évidemment, assiste Netanyahou dans l'Holocauste. Il n'y a pas d'autre façon de présenter cela. Les États-Unis et le régime israélien sont partenaires dans ce génocide. Et ils travaillent activement à exterminer le peuple palestinien. Il n'y a pas d'autre façon d'interpréter cela. Les médias occidentaux sont complices, même ceux qui soutiennent les adversaires de Trump dans l'establishment politique. Lorsqu'il s'agit de politique étrangère, ils sont tous les mêmes. Nous l'avons vu avec les frappes génocidaires sur le Liban, les frappes génocidaires sur le Yémen, la guerre contre l'Iran. Lorsqu'il s'agit du régime israélien, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Ainsi, les médias occidentaux tentent désespérément de minimiser la catastrophe qui se déroule sous nos yeux à Gaza. Des images d'enfants affamés, d'enfants morts de faim, tout cela est visible en ligne, même si les grandes entreprises technologiques censurent tout. De nos jours, TikTok censure de plus en plus. Facebook et Instagram, bien sûr, ont toujours été complices du génocide. Et Twitter, mon propre compte est en shadow ban. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, les grandes entreprises technologiques essaient de supprimer la diffusion de l'information. Les médias traditionnels occidentaux essaient de tromper le public et de leur fournir de la désinformation et de la mésinformation. Et pourtant, le monde entier voit la réalité. La réalité finit par passer. Et des enfants meurent, des nourrissons meurent. Le régime israélien a délibérément empêché même le lait infantile d'être accessible à ces nouveau-nés. Il n'y a plus rien qu'ils puissent cacher. Mais encore une fois, cela montre à quel point l'Occident collectif est complice. Ce ne sont pas seulement les politiciens, ce sont les élites, les journalistes, les diplomates occidentaux en Israël, aucun d'eux ne se plaint. Et maintenant, afin d'empêcher la colère publique de grandir,
On voit le président français et le premier ministre britannique parler de reconnaître la Palestine à un moment donné dans le futur. Cela revient essentiellement à permettre au régime israélien de poursuivre le génocide pour l'instant et de terminer le travail. Il est vraiment méprisable que Steve Witkoff, l'envoyé américain au Moyen-Orient, qui a mené ces négociations à Doha, négociations désormais annulées, mais aussi les discussions de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, se rendent en Israël, selon certains médias, prochainement, pour enquêter sur la question de savoir si suffisamment de nourriture entre à Gaza ou non. Il serait censé se rendre sur ces 4 sites où les fondations humanitaires de Gaza et l'armée israélienne tirent sur les gens parce que la foule serait apparemment trop nombreuse. Il y a tellement de rapports à ce sujet. Le rapport d'Anthony Aguilla, vétéran américain, est tout simplement choquant. Il y en a au moins beaucoup. La présidente de l'Association pour la protection de Medicaid a rédigé un rapport bouleversant après sa visite à Gaza. Et pourtant, les États-Unis, qui disposent de toutes ces informations venues du monde entier, doivent encore se rendre sur place pour vérifier si suffisamment de nourriture entre à Gaza ou non. C'est un sioniste, et il est l'allié de Netanyahou, tout comme Anthony Blinken, tout comme Biden, et Trump est aussi l'allié de Netanyahou. Ils sont tous complices. C'est un holocauste perpétré par l'Occident. Ce n'est pas seulement les États-Unis, ce n'est pas seulement le régime israélien, ce n'est pas seulement le Royaume-Uni, ce n'est pas seulement le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Union européenne. C'est tous ensemble. Mais c'est dirigé par les États-Unis, car sans les États-Unis, cela n'aurait pas lieu. Mais ils sont tous complices. Tous les médias occidentaux savent exactement ce qui se passe. Ils le savent depuis le début. Ils savent aussi que ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ils savent exactement ce qui se passe depuis 76 ans. Mais ils soutiennent le régime israélien. Ils soutiennent l'ethno-suprémacisme. Rien n'a changé en Occident depuis le 19e siècle. Rien n'a changé depuis le 18e siècle. C'est la même mentalité raciste, prête à tout pour son propre suprémacisme. La seule différence aujourd'hui, c'est que cela se déroule devant un public mondial. Ce que nous voyons à Gaza, ce qui est en fait un crime unique, c'est que cela se déroule sous vos yeux, sous mes yeux et sous les yeux de tous ceux qui regardent cette émission. C'est nouveau, et cela en fait peut-être le plus grand crime de l'histoire de l'humanité, parce qu'il est commis délibérément sous nos yeux, et qu'il est nié sous nos yeux. Nous le voyons se produire, et on nous dit que cela n'arrive pas. Witkoff s'y rend essentiellement pour gagner du temps. Il pourra formuler quelques critiques et dire qu'il travaille dur, mais la situation est différente. C'est un criminel. Il fait de son mieux pour laisser à Netanyahou la possibilité de continuer, tout comme le régime français et le régime britannique, qui parlent de reconnaître un État palestinien. Reconnaître un État palestinien, qu'il le fasse ou non, ne changera rien. La seule chose qui pourra provoquer un changement, c'est d'imposer des sanctions, d'étrangler le régime israélien. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre qu'il y a seulement quelques jours, 3 ou 4 jours, l'UE a sanctionné un certain nombre d'Iraniens pour des violations des droits de l'homme ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui ils sont, je l'ai juste vu aux informations, je n'ai pas pris la peine de vérifier. Donc, le régime israélien est en train de commettre un holocauste. Et certains disent que bien plus de 400 000 personnes sont déjà mortes. Des personnes mortes de faim, des personnes mortes de maladie, des personnes blessées puis décédées par la suite, des personnes dont les corps sont portés disparus, dont les corps ont été complètement détruits, des milliers de personnes sous les décombres.
Certains affirment que bien plus de 400 000 personnes sont mortes. Malgré cela, personne n'est sanctionné. Et ce qui est encore plus méprisable, c'est la façon dont Erdogan, Mohamed Ben Zayed, Aliyev à Bakou et Abdallah en Jordanie, tous ces pays et d'autres encore, continuent de faire des affaires comme si de rien n'était avec le régime israélien, parce qu'ils sont dans le camp américain, parce qu'ils sont des proxys obéissants des États-Unis. Aucun d'entre eux n'a rompu les liens, aucun n'a rompu les liens économiques. Aucun d'entre eux, dans le cas de la Turquie et de son acolyte Aliyev, n'a arrêté le flux de pétrole. Rien. Et lorsque ces pays de la région ne font rien et continuent de coopérer avec le régime israélien, comment allons-nous convaincre les pays au-delà de la région de rompre leurs liens avec le régime, d'imposer des sanctions au régime en Afrique, en Amérique latine, à travers l'Asie? Non seulement ils sont complices, mais ils aident aussi le régime israélien à poursuivre ce génocide, tout en prétendant être des soutiens, comme Erdogan le fait lorsqu'il prononce ses discours de temps en temps, ou Mohamed Ben Zayed à travers ses largages aériens, qui ne sont en réalité que des opérations de communication. Ils n'ont aucun impact sur le terrain. Ils n'aident en rien les Palestiniens, sous aucune forme. Et la quantité de nourriture qui arrive par ces largages est quasiment nulle. Des Palestiniens sont tués lors de ces largages, et une partie de la nourriture tombe dans des zones qui servent de cible facile pour ces soldats du régime israélien, qui aiment tuer des enfants, qui aiment massacrer des femmes et des enfants. On le voit tout le temps. Rien qu'aujourd'hui, j'ai retweeté une vidéo où ils ont abattu un enfant à distance de tireurs d'élite. Ils tirent sur cet enfant et tout le monde l'acclame ensuite. Ils l'encouragent, disant que c'est incroyable qu'il ait pu tuer cet enfant d'aussi loin. Voilà les monstres auxquels le monde est confronté. Pourtant, des régimes régionaux, parce qu'ils obéissent à Trump et à la Maison-Blanche, ou parce qu'ils ne veulent pas les contrarier, sont prêts à aider ces régimes. Mais Witkoff, son rôle consiste essentiellement à permettre au régime israélien de gagner du temps. Car le monde est maintenant indigné, nous en avons déjà parlé, l'image du régime israélien en Occident a été détruite. Mais cela empire encore. Quand on pense que cela ne peut pas empirer, cela empire. Parce que maintenant, on voit ces images de nourrissons mourant de faim. On voit ces images d'hommes mourant de faim. Et c'est une petite parcelle de terre. Il est facile d'acheminer de la nourriture à Gaza. C'est le régime israélien qui l'en empêche, et ce sont les régimes lâches que j'ai mentionnés qui leur permettent de le faire. Donc, nous n'allons pas, Witkoff n'apportera aucun véritable changement. Il y aura peut-être quelques légères modifications, mais l'objectif est d'exterminer le peuple palestinien. L'objectif est de se débarrasser des Gazaouis. Et nous avons vu comment Trump en Écosse a essentiellement apporté son soutien total à Netanyahou lors de ce voyage. Il a dit que nous n'allions pas faire pression sur les Israéliens. Ainsi, alors que c'est pire que les nazis commettent cet holocauste, les États-Unis déclarent « Nous leur apportons notre soutien total ». Donc quand Trump dit cela, comment peut-on s'attendre? Pourquoi devrait-on s'attendre à ce que Witkoff fasse quoi que ce soit de fondamentalement différent? On a demandé au président Trump si la Maison-Blanche exercerait une certaine pression sur Israël pour accepter un cessez-le-feu. Et il a répondu qu'exercer une pression sur Israël reviendrait à relâcher la pression sur le Hamas et qu'il n'allait rien faire. Et en plus de cela, il faut ajouter cette visite que Steve Witkoff a décidé de faire à Tel Aviv. Enfin, je voulais aussi ajouter que toutes ces discussions sur un cessez-le-feu, du moins selon ce que rapportent les médias, car nous ne connaissons pas les détails, ne parlent pas du retrait de l'armée israélienne de Gaza. Elle ne parle pas d'un cessez-le-feu permanent, encore moins de toutes les questions de fond qui durent depuis longtemps. Mais au moins, pour commencer, s'il doit y avoir une reconstruction,
Les deux premières étapes devraient être non seulement un cessez-le-feu permanent, mais aussi le retrait de l'armée israélienne de Gaza. Au lieu de cela, ce qu'ils disent, c'est qu'il s'agit d'une focalisation étroite sur l'échange d'otages et de prisonniers. Et cette petite fenêtre, de 40 jours, 60 jours, puis ils mentent. Ils font de l'obstruction parlementaire un jour sur deux. Il y a 4 jours, Washington a déclaré que les négociations étaient terminées, que le Hamas n'acceptait pas la libération des otages. Puis hier, Marco Rubio a dit que nous étions très proches d'un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, on entend parler de Steve Witkoff qui se rend à Tel Aviv. Personnellement, j'ai le sentiment que nous ne verrons pas de cessez-le-feu de sitôt. Je veux dire, certains espéraient. Peut-être en février, bien sûr, ils espéraient. En mars, cela a été anéanti par Israël. Mais même un mois plus tard, certains espèrent que Washington pourrait forcer Israël à signer un cessez-le-feu. Je pense qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu dans les mois à venir. Quel est ton avis là-dessus? La seule chose qui pourrait aboutir à un cessez-le-feu serait que le régime israélien réalise que cela est en train de le détruire et que les Américains comprennent que le prix qu'ils paient est trop élevé. Le régime israélien est trop corrompu et trop moralement en faillite pour vraiment s'en soucier à ce stade. Ils s'en fichent. Je veux dire, les images qu'ils publient en ligne, abattant des enfants, leur tirant dessus à des endroits sensibles un jour, et chaque jour choisissant une partie différente de leur corps à viser, montrent simplement à quel point ils sont dépravés. Donc cela ne va rien changer. La seule chose qui pourrait provoquer un changement, c'est si les États-Unis reconnaissent que cela leur cause bien plus de tort qu'ils ne l'avaient anticipé. Sinon, je ne vois aucune raison pour qu'ils arrêtent. Otherwise, I see no reason for them to stop. Witkoff is, as I said before, he's Netanyahu. Witkoff est, comme je l'ai déjà dit, l'avocat de Netanyahou, et il va soutenir ce régime suprémaciste parce qu'il est lui-même un suprémaciste. C'est un monstre ethno-suprémaciste comme Netanyahou. Il n'y a aucune différence entre eux. Et souvenez-vous, Trump lui-même a dit qu'ils ne veulent pas céder, que si les otages, comme il les appelle, et vous savez, il s'agit en grande majorité de soldats détenus par le Hamas et le djihad islamique, alors que les Israéliens ont des milliers de personnes ordinaires en prison, dont beaucoup n'ont jamais été jugés. Il y a des mineurs en prison, et même beaucoup de personnes qui avaient été libérées lors du précédent échange d'otages ont été de nouveau arrêtées. Rien que ces 3 ou 4 derniers jours, un certain nombre de Palestiniens ont été de nouveau arrêtés. Ceux qui devaient être libérés selon l'accord précédent sont de nouveau arrêtés. Donc Witkoff ne se plaint pas de cela. Comme je l'ai dit, les États-Unis, et ce que Trump disait en substance, c'est que s'il n'y avait pas d'otages, ils envahiraient Gaza plus rapidement. Donc l'objectif est d'exterminer le peuple palestinien. Ils veulent simplement récupérer ces 20 otages ou prisonniers, puis passer à l'acte. Mais il est intéressant de voir à quel point Trump se soucie de 20 otages et qu'il est prêt à affamer des centaines de milliers de personnes et à en tuer des centaines de milliers pour ces 20 personnes. Cela montre à quel point l'Occident collectif est raciste, laid et moralement en faillite. Comme vous le savez, j'ai toujours été un critique des États-Unis. J'ai toujours pensé que les États-Unis étaient une force du mal sur cette planète. Mais ce que je vois aujourd'hui dépasse ce que je pensais que les Américains seraient prêts à faire sous les yeux du monde entier. Si vous m'aviez dit, il y a quelques années, que le génocide à Gaza atteindrait ce stade, j'aurais dit que c'était hautement improbable. Parce que, peu importe à quel point la direction à Washington est sinistre, peu importe à quel point les journalistes des grands médias occidentaux sont sinistres, peu importe à quel point les diplomates occidentaux sont sinistres en couvrant les crimes de leur régime, en particulier aux États-Unis, les crimes des États-Unis eux-mêmes,
peu importe à quel point ils sont sinistres, ils n'iraient pas aussi loin. Laisser des enfants mourir de faim devant les caméras et que le reste du monde le voit. Mais nous y sommes. Pour mettre les 20 otages en perspective, entre 15 et 22 personnes ont été abattues sur les sites de distribution alimentaire depuis l'aube aujourd'hui. Et cela, apparemment, alors qu'une pause de 10 heures dans les tirs aurait été instaurée pour permettre l'acheminement de ces camions d'aide alimentaire. Donc, en une seule journée, rien qu'au point de distribution alimentaire, il y a eu des fusillades. Et on s'attend à 40 victimes supplémentaires au cours de la nuit. Pour mettre cela en perspective, ou pour le dire autrement, environ 800 civils ont été tués par le Hamas, contre plus de 1000 personnes abattues sur les sites de distribution alimentaire eux-mêmes. Et vous savez, 800 civils n'ont pas été tués par le Hamas. Les chiffres sont désormais connus. Oui, nous ne savons pas. Mais supposons, même s'il n'y a pas de militaires israéliens tuant leur propre peuple, je veux dire, même si c'est le cas. C'est exact. Avec des hélicoptères de combat, des chars et tout cela. Donc vous savez, ce que le Hamas et la résistance ont fait, essentiellement le 7 octobre, était une réponse à 66 ans de génocide et de nettoyage ethnique, mais cela visait principalement l'armée. Et bien sûr, le régime israélien se vante que tout le monde fait partie de l'armée. Mais dans tous les cas, ils dansaient, je ne veux pas revenir sur l'histoire, encore une fois, mais ils dansaient le long du mur d'apartheid et à côté du camp de la mort. Le régime israélien n'a aucune légitimité morale, et les États-Unis ainsi que les médias occidentaux justifient cela. Ce qu'ils font en réalité, c'est qu'ils essaient de blâmer la victime, et ils continueront. Vous savez, nous en avons déjà discuté. Ils continueront d'utiliser le 7 octobre jusqu'à ce que le dernier Palestinien soit mort. Ils iront tuer, ils sont prêts à tuer des millions de personnes et continueront ensuite à utiliser le 7 octobre. Il n'y a aucun doute. Nous le savons, cela fait maintenant 2 ans. On ne peut pas dire que c'est une blague. C'est écœurant et honteux. Et même maintenant, quand on regarde certaines de ces personnes qui commencent à s'inquiéter, parce que beaucoup de ces élites en Occident parlent désormais de famine, et même Trump lui-même, parce qu'il s'inquiète de leur image, parce que des gens du monde entier voient ces enfants affamés. Même maintenant, ils doivent d'abord évoquer le 7 octobre, rappeler à quel point c'était scandaleux, puis parler prudemment du génocide à Gaza. C'est à quel point ils sont racistes, à quel point ils sont laids. Et c'est clair comme de l'eau de roche. Il est évident que le régime israélien avait dès le premier jour l'intention de mener cela à bien. La seule chose qui me surprend, c'est que nous, les Américains, ayons permis que la situation atteigne un point où le monde voit des enfants mourir de faim. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Sinon, je veux dire les chiffres, je suis sûr qu'il y a des centaines de milliers d'enfants mutilés à vie. Ceux qui meurent de faim ne s'en remettront jamais complètement. Certains ne s'en remettront jamais. Beaucoup mourront selon la durée de cette situation, et beaucoup ont perdu des membres. Il y a seulement quelques jours, nous avons vu une vidéo d'un jeune garçon juste après qu'il ait perdu un membre. Et puis Twitter, bien sûr, a supprimé la séquence parce qu'ils doivent faire attention à l'image du régime israélien. Donc il ne s'agit pas seulement des morts, il ne s'agit pas seulement des plus de 40 000 personnes qui ont été massacrées. Il s'agit aussi du reste du peuple palestinien qui a été mutilé à vie. Et en plus de cela, le nettoyage ethnique en Cisjordanie s'accélère, et cela n'a rien de comparable avec ce que nous avons vu les années précédentes. Maintenant, ils prennent des terres et des territoires, frappent des gens et tuent des gens quotidiennement. Et vous ne voyez aucun politicien occidental, l'ambassadeur allemand à Tel Aviv, ou peut-être s'est-il rendu à Al-Quds ou à Jérusalem,
les Britanniques et les Français, aucun d'entre eux ne condamne cela. Aucun d'entre eux ne condamne le nettoyage ethnique en Cisjordanie. Quel rapport cela a-t-il avec le 7 octobre? Cela montre simplement que l'Occident collectif est une force sinistre. L'OTAN est une force sinistre. Ils sont le plus grand mal de notre époque. La Cisjordanie est en train de devenir une tombe, en réalité. Et dans une certaine mesure, Smotrich, qui a été nommé le tsar de la Cisjordanie occupée, apprécie que l'attention soit portée sur Gaza, car cela leur permet de procéder silencieusement à un nettoyage ethnique de la Cisjordanie occupée. En fait, la Knesset israélienne a récemment, ou par décision judiciaire, je ne suis pas certain de la légalité, légalisé et ordonné la construction de 3100 nouveaux bâtiments dans la principale colonie de Ma'ale Adumim, qui est le centre d'un vaste ensemble de colonies séparant les cantons de Jéricho, de la vallée du Jourdain et de Jérusalem-Est. Et oui, ils volent du bétail, détruisent des récoltes, détruisent des panneaux solaires, tirent sur les gens. Mavericks and Subversion were soldats. Souvent accompagnés de soldats, oui. Et maintenant, ils disent que lorsqu'ils tuent des gens, ils ne vont pas en prison. Et ensuite, les Palestiniens qui étaient témoins du meurtre, eux, vont en prison. Ils sont arrêtés. Oui. Je voulais passer à l'Iran et aborder un sujet qui, à mon avis, n'a pas été largement couvert dans les médias traditionnels, mais que j'ai trouvé intéressant. Je voulais avoir une mise à jour et comprendre avec vous ce que cela signifie. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Bagheri, a déclaré, je crois que c'était lundi ou mardi, que l'IAEA, l'inspecteur des armes de l'ONU, se rendrait à Téhéran. Et pour donner un peu de contexte aux téléspectateurs, l'IAEA avait été interdite par une loi signée par le président iranien et adoptée comme projet de loi au Parlement. Et il y a une clause qui stipule que si des inspections doivent être effectuées, cela doit être soumis au Conseil suprême de la sécurité nationale de Téhéran. Or, Ismail Bagheri a déclaré qu'il viendrait, mais qu'il n'irait pas sur les sites ni n'inspecterait quoi que ce soit. Il viendrait simplement pour une discussion. Mais je me demandais ce que cela signifie, car il y a eu beaucoup de mécontentement concernant l'IAEA après cette escalade. J'étais donc curieux d'avoir votre interprétation de la situation. Que cela indique-t-il? Pour ajouter un point supplémentaire, le ministère des Affaires étrangères a également déclaré que même si les discussions avec les États-Unis ont été interrompues, il reste ouvert à un dialogue avec les États-Unis s'il y a la moindre possibilité. Quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, je suis toujours fasciné de voir comment, en Occident, on essaie de présenter l'Iran comme une sorte de dictature, tout en reconnaissant qu'il y a des débats en Iran sur certaines des questions les plus fondamentales. Pour ma part, ce que je pense de ce qui se passe entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi qu'entre l'Iran et les États-Unis, c'est que les Iraniens font preuve de flexibilité. Les Iraniens montrent à la communauté internationale qu'ils ne sont pas le problème. S'ils ne s'engagent pas d'une manière ou d'une autre, alors l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un instrument de l'Occident, vous savez, le chef de cette agence est un instrument. Il n'a aucune indépendance et il est en fait impliqué dans le meurtre d'Iraniens en publiant des déclarations trompeuses pour aider à justifier l'agression du régime israélien contre l'Iran et l'agression américaine contre l'Iran. Tout le monde le sait. Il n'y a aucun doute sur le rôle qu'il joue. Et Wikileaks le montre. Amano, son prédécesseur, lorsqu'il voulait devenir le chef de l'organisation, a dit aux Américains, « Écoutez, vous votez pour moi, vous me mettez au pouvoir, je serai avec vous sur toutes les questions clés. »
Il a dit cela lors de leur conversation privée. Cela a été révélé par Wikileaks. Vos téléspectateurs peuvent le vérifier pendant qu'ils regardent l'émission. Il en va de même pour l'actuel directeur. Donc les Iraniens savent qui il est et quel rôle il joue. Mais en même temps, les Iraniens ne veulent pas donner un prétexte aux Américains ou à l'Occident ou aux médias occidentaux qui soutiennent cet holocauste à Gaza. Ce qui montre à quel point les médias occidentaux sont subordonnés au pouvoir. L'Iran ne veut pas leur donner, disons, cette arme de propagande qui leur permettrait de dire que les Iraniens refusaient de s'engager et que si les Iraniens avaient accepté de s'engager, il y aurait peut-être eu une solution. C'est la même chose avec les États-Unis. Permettez-moi de vous donner un exemple. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a adressé un message insultant aux Iraniens, et les Iraniens l'ont ignoré. Plus tard, finalement, les Iraniens ont accepté, non pas les négociations directes qu'il exigeait, mais des négociations indirectes. Ensuite, ils voulaient que les négociations se tiennent à un endroit précis, et les Iraniens ont refusé, affirmant qu'elles devaient avoir lieu à Oman ou avec les Omanais comme médiateurs, ceux qui servent d'intermédiaires. Les Américains ont dû accepter cela. Il leur a fallu quelques semaines avant d'accepter la proposition iranienne. Mais ils se sont retrouvés dans une impasse car s'ils refusaient, ils auraient été perçus négativement. Ils ont donc dû accepter les conditions de l'Iran. Et finalement, alors que les négociations avaient lieu, les États-Unis prévoyaient de lancer une attaque contre l'Iran. Cela a nui aux États-Unis, tant sur le plan mondial qu'en Iran, car l'opinion publique à travers le monde et en Iran considérait que la partie iranienne négociait de bonne foi, tandis que la partie américaine était trompeuse et malhonnête dès le départ. Cela a donc aidé l'Iran pendant la guerre à mobiliser l'opinion publique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Que les responsables ou inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique viennent à Téhéran pour négocier, ce n'est vraiment pas différent que de négocier dans un pays tiers ou à Vienne. Il n'y a aucune différence. Ils ne verront aucune des installations, mais cela montre qu'il y a une volonté de dialogue du côté iranien. Et même s'ils ne visiteront aucun site, ils seront arrivés à Téhéran. Je pense donc que c'est une décision intelligente. Cela ne viole pas la loi. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que le Conseil suprême de sécurité nationale donne une quelconque autorisation à ce sujet, car ils ne vont de toute façon visiter aucun site, même si je ne connais pas les détails. Mais encore une fois, c'est comme négocier avec les Américains. Je ne pense pas que les Iraniens vont être... Je suis absolument certain que les Iraniens ne vont pas faire preuve de flexibilité concernant l'enrichissement nucléaire. Cela est exclu. Et que Trump le veuille ou non, l'Iran enrichira de l'uranium. La seule différence maintenant, à mon avis, c'est que l'Iran est en position de force. Parce que premièrement, il a gagné la guerre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxièmement, l'Iran bénéficie désormais d'une ambiguïté nucléaire grâce aux Américains. C'est l'œuvre de Trump. À cause de Trump, l'Iran a expulsé l'AIEA. Maintenant, ils ne savent plus ce qui se passe. Et les Iraniens vont alors l'abandonner. Et si l'Occident va plus loin, l'Iran quittera le TNP. S'ils poussent trop fort, l'Iran quittera complètement le TNP. Et alors ils auront encore plus de difficultés. Pour les Iraniens, il n'est pas du tout difficile d'enrichir de l'uranium. Toutes ces nouvelles centrifugeuses, elles sont iraniennes. La technologie est iranienne. L'infrastructure industrielle pour les construire est iranienne. Les scientifiques sont iraniens. Et ils peuvent le faire n'importe où. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'espace. Ils peuvent trouver un endroit pour enrichir l'uranium encore davantage. Donc je pense que les Américains ont commis une erreur catastrophique. Le régime sioniste, bien sûr, est trop stupide et ignorant pour reconnaître ce qui est une erreur. Ils sont tellement aveuglés par leur méchanceté.
Mais je pense que les Iraniens sont ici en position de force. I think the Iranians are in a commanding position here. I wanted to have your response on one line of. Je voulais avoir votre réaction à une analyse avancée par certains experts. Ils disent que les Américains étaient réticents à bombarder l'Iran. La thèse est que la principale politique en Asie de l'Ouest consiste à conclure quelque chose comme les accords d'Abraham, et même à inclure désormais la Syrie, et si possible, le Liban, le tout visant à contrer la Chine à terme. Il y aurait une dimension commerciale, d'investissement, économique et géostratégique à cela, et la Turquie y serait indirectement associée. Mais dans toute cette équation, provoquer un conflit avec l'Iran serait une distraction. Donc, même si l'Iran était dans le giron de la Chine et de la Russie, certains segments de l'élite dirigeante américaine pensent que provoquer un conflit avec l'Iran détourne l'attention de notre véritable affrontement avec la Chine. Bien sûr, il y a le lobby sioniste, etc., qui continue d'alimenter ce dossier. C'est une ligne d'analyse. Et cette ligne d'analyse suggère qu'il pourrait y avoir certains signaux envoyés par les Américains aux Iraniens, indiquant peut-être que nous ne voulons pas d'un affrontement. Négocions, venons à la table et trouvons un accord. Qu'en pensez-vous? Eh bien, il ne fait aucun doute que les Russes et les Chinois ont besoin d'un Iran fort, tout comme l'Iran a besoin d'une Russie et d'une Chine forte. Chacun de ces trois pays a besoin que les deux autres soient puissants, car tout succès du régime de Washington ne fait qu'encourager une agression supplémentaire. C'est ainsi que les États-Unis et l'Occident se comportent. Mais toute cette politique est en réalité très dangereuse pour l'hégémonie occidentale dans la région, car non seulement les États-Unis sont en déclin, non seulement ils sont surmenés, non seulement ils sont méprisés à travers le monde, mais l'indignation que nous voyons dans la région atteint un niveau très dangereux pour ces proxys. Rappelez-vous, à l'exception de la Turquie, qui organise des élections, tous ces pays sont des dictatures. Aucun de ces législatives don't them prispen. All of these are dictatorships. None of these regimes reflect the will of the people. And Erdogan, of course, he manipulates the people. Et Erdogan, bien sûr, manipule le peuple. C'est un allié de l'OTAN. Il est dans le camp américain. Il a fait plus pour le régime israélien au cours des 2 dernières années que n'importe quel autre dirigeant de la région. Il a aidé, ils ont travaillé en parallèle pour affaiblir la résistance. Erdogan veut sa part du gâteau. Il veut son mini-empire ottoman dans le nord du Liban, une grande partie du nord de la Syrie, le nord de l'Irak et le Caucase. Et il ne se soucie absolument pas du peuple palestinien. Son problème, bien sûr, c'est la frontière entre le régime israélien, le Grand Israël, et la Turquie. Et nous avons vu comment, en amenant Al-Qaïda et Daesh au pouvoir en Syrie, depuis que cela s'est produit, il essaye de construire des ponts entre Al-Qaïda, Al-Sham et Netanyahou. Et nous voyons comment Netanyahou a toujours eu le dessus. Même si Achar a dit « Notre seul ennemi, c'est l'Iran et le Hezbollah ». Il ne cesse de le répéter à Netanyahou, lui envoyant des messages pour dire « Regarde, nous sommes amis », même s'il a fait allégeance, même s'ils ont négocié à maintes reprises. Mais nous avons vu comment les Israéliens ont frappé Al-Qaïda et Daesh lorsqu'ils se sont approchés des territoires frontaliers du Sud, près de la Palestine. Et il n'y avait aucune ambiguïté d'ailleurs. Tout cela, c'est du vent. Ils négociaient dans le détail. Ils voulaient essentiellement donner une leçon à Jolani et à ses hommes. Qui est le maître? Qui est l'esclave? Et qui est le maître? Et Erdogan n'a rien fait, car Erdogan ne va pas affronter le régime israélien. Il fait partie de l'OTAN. Il est dans le camp de Trump. Tout est clair maintenant. Il n'y a plus d'ambiguïté sur qui soutient le peuple palestinien et qui ne le soutient pas. Ceux qui veulent simplement fermer les yeux et prétendre le contraire, ils sont dans leur propre camp. Mais à part cela,
Ces régimes à travers la région sont dans le camp occidental. Mais le problème, c'est que les images que nous voyons, surtout ces dernières semaines à Gaza, créent un nouveau niveau de colère. Et cette colère pourrait devenir incontrôlable. Imaginez si elle devient incontrôlable dans ne serait-ce qu'un de ces pays. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les États-Unis dans cette région? Cela pourrait être catastrophique. Je ne dis pas que cela va arriver. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu d'explosion. Mais ce que nous avons vu pendant ce qu'on a appelé le printemps arabe, ou l'éveil, était totalement inattendu. Il pourrait y avoir un printemps arabe inversé maintenant. Je veux dire, le printemps arabe était en réalité un hiver arabe, mais qui sait, il pourrait y avoir un véritable printemps arabe. Eh bien, ça pourrait être un autre hiver arabe, ou un arabe. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais le fait est que le chaos ne profiterait pas nécessairement à une puissance américaine en déclin. Ils veulent le contrôle, et le chaos n'est pas favorable au contrôle. Donc oui, vous avez tout à fait raison de dire qu'au bout du compte, les États-Unis, leur priorité, c'est la Chine, et ils considèrent l'Iran et la Russie comme des distractions. Mais le problème, c'est que les États-Unis, l'antagonisme envers la Russie et l'antagonisme envers l'Iran, ainsi que le soutien à l'ethnosuprémacisme et au racisme en Palestine, déforment leur esprit. Cela altère leur capacité à raisonner et à penser objectivement. Et donc ils sont piégés dans deux catastrophes. Je ne peux pas appeler ce qui se passe à Gaza une guerre. Ce n'est pas une guerre. Ils sont en train de commettre un holocauste à Gaza et de perdre une guerre catastrophique en Ukraine à cause de leur incapacité à penser et à agir de manière objective. Nous avons toujours, toi en tant qu'Indien, moi en tant qu'Iranien, nous connaissons cela très bien. Historiquement, ces chercheurs et historiens occidentaux aiment dire que les Orientaux sont émotionnels et que l'Occident, lui, est rationnel. Mais ce que nous voyons, c'est un Occident extrêmement irrationnel qui devient encore plus irrationnel. Et cela précipite la chute de l'Empire plus vite que jamais. Et les Chinois jouent intelligemment. Moralement parlant, j'aimerais que les Chinois soient plus affirmés, beaucoup plus affirmés sur la Palestine. Mais au-delà de cela, les Chinois ne s'engagent pas dans des guerres. Ils essayent de résoudre leurs propres problèmes chez eux. Ils font face à une guerre économique menée par les Américains. Mais que font les Américains? Ils mènent la guerre contre leurs propres alliés. Ils mettent même les Européens à genoux, les Canadiens à genoux. Demain, ce sera les Mexicains à genoux. Nous avons vu ce qu'ils ont fait aux Japonais. Ils sont complètement impitoyables. Et en même temps, ils mènent plusieurs guerres et provoquent des génocides. La marque America est morte. Les États-Unis se sont surmenés militairement, financièrement et politiquement. Alors, qui a l'avantage, la Chine ou les États-Unis? Dans 2 ans, qui sera en position de force, la Chine ou les États-Unis? Je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. Oui, je suppose que la Chine s'éloigne aussi de sa position antérieure de non-ingérence totale. Et je pense que c'est en partie pour cela qu'ils prennent leur temps. Je veux dire, bien sûr, la phase précédente, juste après 1949, était celle où la Chine menait une politique extrêmement active en matière de relations internationales. Leur participation en Corée, leur participation au Vietnam, leur participation indirecte à de nombreux mouvements de libération africains. Mais ensuite, pendant la période des réformes et l'ère post-Mao, le balancier a un peu basculé à l'autre extrême. Et ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Et je suppose que cela explique en partie pourquoi, lors du récent sommet de La Haye, ils étaient présents en tant que représentants, mais n'ont pas signé ce document, qui prévoyait essentiellement de véritables sanctions contre Israël. Et beaucoup de personnes à gauche, en particulier, ont été scandalisées par cela,
parce qu'elle s'attendait à ce que la Chine fasse plus, étant donné que la Chine est un partenaire commercial majeur d'Israël. Mais j'imagine que les Chinois restructurent lentement leurs relations étrangères. Et je ne pense pas que ce soit forcément mauvais en général, même si la Palestine est un cas tellement extrême où je pense que les Chinois devraient en faire davantage. Si je pouvais conclure avec une dernière question. Vous avez mentionné Aliyev en Azerbaïdjan, et ils n'envoient pas seulement du pétrole, mais leurs territoires ont principalement été utilisés pour lancer ces premières vagues d'attaques contre le nord de l'Iran, ainsi que l'attaque en toile d'araignée contre la Russie. But also the spiderweb attack on Russia, and it would be fair to say that. Et il serait juste de dire qu'Aliyev est devenu un pantin à la fois de Tel Aviv et de la Turquie, et qu'en réalité, le Caucase du Sud est entraîné dans ce jeu d'échecs occidental, si l'on veut. Je me demande quelle serait la réponse iranienne. Les Iraniens doivent être extrêmement furieux de ce qui s'est passé, tout comme les Russes. Et si je peux ajouter, même si les Indiens n'étaient pas en colère, ils ont tout de même un intérêt à ce que le corridor de Zangezur ne sorte pas de l'influence de l'Iran à cause du port de Chabahar, qui a une liaison vers le nord. Et il y a une sorte de restructuration plus large qui se produit en Inde. C'est un peu tôt pour le dire, mais je peux vous dire que les avancées récentes avec la Chine du côté indien, je ne l'aurais tout simplement pas imaginé. From the Indian side is just I didn't imagine. I mean, I follow China very closely. Je veux dire, je suis de très près la Chine. Je suis aussi l'Inde. Mais je ne m'attendais pas à ce que les relations se normalisent aussi rapidement. Surtout à peine un mois après cette escalade entre l'Inde et le Pakistan, où la Chine a aidé le Pakistan de manière très directe. Je pense qu'une partie de la raison vient de la façon dont les États-Unis font pression sur l'Inde. Et à l'instant même où nous parlons, des rapports indiquent que les Indiens ont été forcés d'accepter un tarif de 26%, alors qu'ils s'attendaient à beaucoup moins. Et l'Inde a de vraies raisons d'imposer des tarifs plus élevés contre les États-Unis, car ils veulent inonder notre marché de produits agricoles fortement subventionnés et hautement mécanisés. Et l'Inde abrite la plus grande population pauvre de la planète. Nous avons effectivement besoin de ces protections, mais les Américains veulent inonder notre marché avec leurs produits agricoles et nous forcer la main pour que nous achetions plus d'armes. Je pense donc qu'il y a une prise de conscience au sein de l'administration indienne que ce n'est pas juste de se confronter à la Chine simplement parce que les Américains ont fait beaucoup de promesses. Ils ont participé, peut-être à tort, à ce genre d'alliance militaire dans la région Indo-Pacifique. L'exemple principal étant l'AUKUS. Il est trop tôt pour le dire, mais je pense qu'il pourrait y avoir un certain réajustement au sein de l'administration indienne. Et qui sait, dans 4 ans, si les nationalistes hindous perdent les élections, la situation pourrait être complètement différente. Mais s'il vous plaît, commentez la façon dont les Iraniens perçoivent l'Azerbaïdjan. Oui, tu as raison. Je veux dire, les Américains se montrent impitoyables sur toute la ligne. Et l'Inde est censée être un pays que les États-Unis disent vouloir courtiser. Pourtant, même le langage qu'utilise Trump est insultant. Sa manière d'interagir en ligne est insultante. Mais cela mis à part, les Iraniens sont très patients. Et cela rend certains des partisans de l'Iran à travers le monde et dans la région. Et ils sont nombreux de nos jours, impatients. L'Iran est devenu très populaire très rapidement au cours des 22 derniers mois, mais surtout ces derniers mois et ces dernières semaines en particulier. Beaucoup de gens manifestent de l'impatience, mais les Iraniens sont très patients. Et Aliyev et Erdogan se sont trompés dans leurs calculs. Ils sont alliés de Netanyahou, il n'y a aucun doute là-dessus. Et comme nous l'avons vu dans le cas de la Syrie et de l'Ashura, ils ont essayé de construire des passerelles entre Al-Qaïda, le régime d'Al-Qaïda et le régime israélien. Et bien sûr,
Erdogan n'a rien fait pour soutenir les Palestiniens, la résistance ou quoi que ce soit de ce genre. Mais ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que les Turcs, enfin le gouvernement turc, le régime d'Erdogan, disait à l'Arménie, regardez, les Iraniens sont finis. Donc vous devez conclure un accord, vous devez en gros abandonner votre souveraineté. Et l'Arménie est probablement en train de se suicider, en pensant que l'Occident, oui, si elle faisait cela, ce serait un suicide. Parce que ce que veulent Erdogan, Aliyev, Netanyahou et la Maison-Blanche, c'est couper le lien entre l'Arménie et l'Iran, à la fois pour séparer l'Iran de la Russie, mais aussi pour séparer l'Iran de la mer Rouge, de la mer Noire et de la Géorgie, mais aussi fondamentalement pour mettre l'Arménie à genoux et aider à encercler la Russie, car l'Arménie serait entourée par la Géorgie, qui est faible et vulnérable face à l'Occident, la Turquie, qui a une histoire horrible avec l'Arménie, et l'Azerbaïdjan. Je dois souligner un point ici. Dans le passé, lorsque l'Arménie était forte et avait pris des territoires azéris, l'Iran soutenait l'Azerbaïdjan. Et quelque chose que vos téléspectateurs ne savent peut-être pas, ou probablement ne savent pas, c'est qu'il existe des images de cela. J'ai tweeté cela plusieurs fois il y a quelques années. Il existe des images que l'Iran avait en fait formé des troupes azéries pour reprendre leur territoire. C'était il y a une trentaine d'années. Parce que ça plaise ou non, il existe des frontières reconnues internationalement, et les Arméniens sont allés prendre un territoire de manière illégale. Donc les Iraniens ont soutenu l'Azerbaïdjan. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont menacé Aliyev et lui ont dit « expulsez les Iraniens ». Et il l'a fait. Et ainsi, pendant 30 ans, le gouvernement arménien a maintenu le contrôle de ce territoire parce que Aliyev obéissait aux États-Unis. Et ce n'est que récemment, avec l'aide du régime israélien, des Américains et d'Aliyev, que nous avons vu la situation s'inverser. Maintenant, c'est l'inverse. Et les Iraniens disent, nous n'autoriserons pas la République d'Azerbaïdjan, les États-Unis ou quiconque à fermer la voie entre l'Iran et l'Arménie, l'Iran et la Géorgie, l'Iran et la Russie, ou l'Iran et la mer Noire. Et si cela arrive, l'Iran entrera en guerre. L'Iran prendra ce territoire. Il n'autorisera pas la souveraineté arménienne à être violée, que l'Arménie soit d'accord ou non. Jusqu'à présent, les Arméniens disent qu'ils ne vont pas céder parce qu'il y avait des pressions sur le gouvernement arménien. Ils ont dit, regardez, Israël est en train de détruire l'Iran. Mais Aliyev et Erdogan ont misé sur le mauvais cheval. Ils ont misé sur le régime israélien. Et ils ont perdu. Donc maintenant, l'Iran est plus fort qu'avant et l'Arménie se sent plus confiante quant à sa position. Mais si l'Arménie accepte quelque chose qui implique un quelconque changement à la frontière iranienne, cela sera inacceptable pour l'Iran. L'Iran interviendra. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour l'Iran, les frontières arméniennes sont une ligne rouge. Si les Arméniens veulent avoir une autoroute entre l'Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan et la Turquie, l'Iran s'en moque. Mais s'il doit y avoir des troupes américaines ou autres présentes sur place et entravant ou contrôlant le trafic iranien, cela signifiera que la souveraineté arménienne a été compromise. Ce sera la ligne rouge. Donc une autoroute, personne ne s'en soucie. L'Irak développe son propre corridor nord-sud, du golfe Persique à la Turquie et potentiellement à la Syrie. L'Iran ne va pas s'en plaindre, il en a le droit. Donc peut-être que demain, les marchandises qui aujourd'hui vont d'Iran en Irak puis en Syrie, où vous savez la Syrie s'est bien sûr effondrée mais vers la Turquie, pourront désormais aller directement d'Irak en Turquie ou d'Irak vers la Méditerranée. Bien sûr, l'Iran préférerait que cela passe par son territoire. Mais si l'Irak a pleinement le droit d'avoir son propre corridor, nous ne pouvons pas intervenir. L'Arménie,
si elle parvient à un accord avec l'Azerbaïdjan et la Turquie pour établir un corridor, ou si les deux parties de l'Azerbaïdjan souhaitent avoir des liens via l'Arménie, par une autoroute contrôlée par le gouvernement arménien, cela ne pose pas de problème pour l'Iran. Mais si, et j'insiste là-dessus pour la troisième fois car il y a beaucoup de discussions en ligne à ce sujet, si la souveraineté arménienne est d'une quelconque manière remise en cause, c'est une ligne rouge qui aura été franchie. Cela ne sera pas toléré. Et je pense qu'après la guerre avec le régime israélien, Aliyev prendra probablement cela plus au sérieux. Aliyev will take this probably more seriously. And of course, he's in a lot of trouble with the Russians already. Anyway. Et bien sûr, il a déjà beaucoup de problèmes avec les Russes. Quoi qu'il en soit, on m'a dit, et je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais on m'a dit que les Russes ont bombardé 2 raffineries en Ukraine qui utilisaient effectivement du pétrole provenant de la République d'Azerbaïdjan et qu'elles appartenaient à Aliyev. Et la troisième, je crois, était aussi en Ukraine, à Odessa. Elle aussi a été bombardée par les Russes. Et la raffinerie d'Odessa, d'après ce qu'on m'a dit, devait exporter une partie de leur pétrole vers Israël. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais la source qui m'a dit cela est une personne assez crédible. Mais en tout cas, il est clair que les Russes et Aliyev ont des problèmes. Donc Aliyev devrait regarder la carte et reconnaître qu'il n'est pas en position de force. Je suppose que l'Arménie me déroute bien plus, car elle sait que la Turquie soutiendrait l'Azerbaïdjan de façon bien plus ferme. Je veux dire, c'est ce qu'ils ont fait lors des affrontements au Haut-Karabakh. Et je ne sais pas sur quoi l'Arménie compte. Ce n'est pas seulement la Turquie, ce n'est pas le cas. Écoutez, c'est une alliance. Les gens doivent comprendre cela. Aliyev, Erdogan, Netanyahou et la Maison-Blanche, ce sont des alliés. Alors oubliez la rhétorique. De temps en temps, Erdogan dit quelque chose de méchant sur Netanyahou. Erdogan, jusqu'à présent, n'a rien fait pour nuire au régime israélien. J'allais justement y venir. Mon point était que ce sont les États-Unis qui jouent le rôle principal pour amener Pachinian dans leur camp. Mais je pense qu'il doit se souvenir de la Géorgie, car la Géorgie pensait que l'Occident viendrait à son secours. Et 2008 est arrivé, et personne n'est venu à son secours. Personne ne pouvait venir à son secours. Et c'est quelque chose qu'Aliyev doit comprendre. S'il y a un conflit, que vont faire les Américains pour lui? La Géorgie a été envahie. Ce qui s'est passé était ridicule. Et nous avons vu le président mâcher sa cravate en direct à la télévision. Sa stupidité a provoqué les Russes, a conduit à ce que des parties de la Géorgie soient prises par les Russes et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Donc oui, Aliyev n'est pas en position de force, mais la force motrice, c'est sans aucun doute les États-Unis, parce qu'ils veulent leur corridor alternatif. Mais ils veulent aussi, pour le régime israélien, encercler l'Iran, car l'Iran est l'acteur le plus important et l'allié le plus important dans l'alliance de l'axe de la résistance. Donc, les États-Unis veulent un corridor pour saper l'initiative, la ceinture et la route, et ils veulent encercler l'Iran. Et bien sûr, les Européens sont leurs toutous, comme on les a vus se soumettre il y a seulement quelques jours. Je veux dire, l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis a été la capitulation la plus extraordinaire que j'ai vue depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Japonais se sont rendus aux États-Unis. Et beaucoup d'Européens en sont extrêmement mécontents. Bien sûr. Et je ne sais pas si cela va réellement se produire, car cela ferait tomber des gouvernements européens. Ce serait dévastateur. Écoutez, les Européens ont rompu leurs liens avec les Russes. Plus d'énergie bon marché. Pendant les négociations nucléaires avec les Iraniens, j'étais à Vienne à l'époque,
Je disais aux Européens lors de conversations privées, écoutez, vous êtes en difficulté, vous êtes en guerre avec les Russes. Vous avez coupé vos liens économiques. Vous n'avez plus de pétrole, ni de gaz russe. Vous avez besoin de notre pétrole et de notre gaz. Trouvez un accord. L'hiver arrive, et cet hiver va durer de nombreuses années. Mais eux, parce qu'ils manquaient de volonté et ne voulaient pas pousser les Américains à faire quoi que ce soit contre leur volonté, ont finalement atteint la dernière étape, mais Biden a dit non, et les Européens se sont retrouvés sans énergie iranienne. Donc les Européens n'ont plus d'énergie iranienne, ni d'énergie russe. Maintenant, ils dépendent entièrement de l'énergie américaine, qui va être très chère. Très chère. Le gaz américain va coûter très cher. Cela signifie que la désindustrialisation va se poursuivre, car elle dure déjà depuis 3 ans et demi, surtout en Allemagne et dans des pays similaires du Nord. Ça veut donc dire que l'économie européenne va décliner. Ensuite, il y aura des importations américaines qui vont dévaster l'agriculture. Elles vont dévaster l'industrie. Où va aller l'Europe? Et qu'est-ce qui va arriver aux gens ordinaires? Et comment les gens ordinaires vont-ils réagir à tout cela? Oui, je veux dire, la grande stratégie économique des Américains vis-à-vis de leurs alliés consiste à inonder les marchés de ces derniers avec des produits agricoles hautement subventionnés et mécanisés, à les forcer à acheter leur énergie, puis à les obliger à acheter leurs contrats d'armement, qui sont très inefficaces et livrés avec retard. Et cela s'est produit avec le Japon. Cela s'est produit avec la Corée du Sud. Et cela s'est produit avec l'Europe. L'Inde a refusé de le faire dans une certaine mesure. Et donc les droits de douane sont plus élevés pour l'Inde. Eh bien, qu'est-ce que Kissinger a dit un jour? Qu'est-ce que c'était? C'était être un ennemi des États-Unis. Être un ennemi est dangereux, mais être un ami est fatal. C'est fatal. C'est fatal, à glox comme ça. Nous allons nous arrêter là, professeur Marandi. Je vous avais promis une demi-heure, mais cela a duré bien plus longtemps. Je ne vous ai pas trompé, mais la conversation est devenue tellement intéressante, comme c'est souvent le cas. Merci beaucoup pour votre temps et bonne nuit. C'est un grand plaisir. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Hit the subscribe button.